Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Donald Trump, hier, en début de soirée, qui a annoncé ses tarifs de 25% sur le secteur automobile. Et c'est au jour 4 de la campagne électorale que Trump et les tarifs se sont invités de manière vraiment impressionnante. 25% sur les autos, les camionnettes légères, les pièces automobiles aussi, fabriquées en dehors des États-Unis. Tout ça entre en vigueur. C'est pas tout à fait clair. Je voyais les experts hier que les pièces... C'est parce qu'il y a... Puis la question m'a été posée par des auditeurs. Oui, mais y a-t-il des automobiles qui sont entièrement fabriqués dans le même pays? Selon ce que je comprends, il n'y en a plus. C'est-à-dire que tout véhicule en Amérique du Nord a des pièces mexicaines, canadiennes et États-Unis. Puis là, après ça, c'est où il est assemblé. C'est l'assemblage final qui semble faire foi de tout, mais... Exact, parce que les économies sont tellement intégrées que des pièces traversent la frontière plusieurs fois, etc., etc. Alors, ça entrera en vigueur le 2 avril prochain, le fameux jour de la libération annoncé par Donald Trump. Et selon ce qu'il a dit hier dans le bureau ovale, il va récolter à peu près 100 milliards de dollars en tarifs douaniers uniquement avec cette mesure-là. On l'a vu hier, ça a eu un impact immédiat en bourse. Dès que ça commençait, cette rumeur-là en après-midi, bang, là, entre autres le Dow Jones qui a planté. Maintenant, quelles conséquences ça peut représenter chez nous pour le secteur automobile? 125 000 emplois directs. 370 000 emplois indirects, principalement en Ontario, mais il y en a quand même au Québec aussi. 115 entreprises qui œuvrent dans le domaine automobile, 6 500 emplois et 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Il y a des véhicules qui sont produits ici. Voici les principaux, là. Dodge Challenger, le Ford Edge, qui est un VUS, le Chevrolet Silverado, très populaire, Honda Civic, Honda CR-V, Toyota RAV4, Lexus RX 350 et le RX 450. Ce qui veut dire que ces véhicules, présentement, qui sont fabriqués qui sont assemblés dans des usines ontariennes, parce qu'ils sont pleines de pièces américaines et mexicaines, ne pourraient plus être vendus aux États-Unis. En fait, pourraient être vendus aux États-Unis. À mon avis, à plus 25%, je vois pas comment tu vas pouvoir vraiment les vendre. Donc, et ça soulève la question, est-ce que le Canada va répliquer? Est-ce que le Canada va s'assurer que des autos qui sont assemblées aux États-Unis ne rentrent plus? Parce qu'avec la folie Trump, là, où tu arrêtes le commerce entre pays, ça veut dire qu'essentiellement, au Canada, on roulerait ces véhicules-là. Tu choisis le tien. Ben non, mais c'est quoi? C'est une dizaine de modèles que tu viens de nommer? Ah oui, c'est une poignée de plus celles qui sont fabriquées ailleurs. Donc, des Européennes fabriquées en Europe, exact. Des Coréennes, des Kia, des Hyundai fabriqués en Corée. Mais tu te promèneras au Canada, puis il y a un paquet de modèles que tu verrais plus. Au bout de quelques années, tant que ceux qui les ont déjà, les vendront pas du jour au lendemain. Là où on attend aussi des précisions, parce que pour avoir lu le décret aussi, la porte est comme ouverte un peu concernant les pièces de l'accord, l'AEU. C'est ça, ce qui est couvert par l'accord de libre-échange. C'est ça, ce qui est couvert par l'accord de libre-échange, anciennement l'ALENA. Là, ça va être à préciser par la Maison-Blanche. On se laisse des portes ouvertes, mais quand même, là, ça frappe l'imaginaire. Plusieurs réactions au cours des dernières heures, notamment Mark Carney, qui est ressorti en point de presse hier soir, a parlé de trahison, d'une attaque directe envers les travailleurs, une décision qui va faire mal. D'ailleurs, met sa campagne sur pause aujourd'hui, il devait faire campagne au Québec et rentrer à Ottawa, rencontrera son cabinet aujourd'hui. Maintenant, quelle sera la réponse du Canada? C'est ce qu'on devra surveiller aujourd'hui. Et en point de presse, il a dit aussi quelque chose d'intéressant hier soir, là. Il va parler à Trump bientôt. Et là, ça, c'était la première fois, là. Parce que 2 jours avant, il avait dit, il n'y a pas d'urgence de parler à Trump. Même Mélanie Joly me l'a dit en entrevue au début de la semaine. Il n'y a pas d'urgence. Tant que Trump n'aura pas clarifié qu'il respecte la souveraineté du Canada, qu'il ne veut pas nous annexer, ça ne nous dérange pas de ne pas y parler. Mais là, il y a comme urgence. Il y a comme urgence. Il y a comme péril dans la demeure, tu as raison. Autre réaction très vive, c'est celle du premier ministre ontarien Doug Ford. Là. L'Ontario va être directement touché par cette annonce-là. Je disais, sur les 125 000 emplois au Canada, c'est 100 000 en Ontario. Exact. 25 000 répartis dans les autres provinces, là, des fabricants de pièces et autres. Là. Alors, on comprend la réaction très épidermique de la part de M. Ford, où il a écrit, entre autres, le président sème davantage le chaos et l'incertitude. Je supporte le fédéral qui prépare sa réplique. Et quant à François Legault, lui aussi a fait une réaction, a publié une réaction, parle d'une situation inacceptable, qu'il dénonce fermement cette décision qui aura des répercussions là, néfastes sur l'économie canadienne et américaine. Ça provoque beaucoup d'incertitudes en Europe aussi, Mario. Il y a eu énormément de réactions, entre autres l'Union européenne qui regrette profondément cette imposition des États-Unis de taxes. C'est ce qu'a déclaré là, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Ceci dit, parce que tu viens de parler là, de l'agenda des chefs, de M. Carney qui revient à Ottawa, les gens qui me suivent, là, qui m'écoutent à la télé ou ici, depuis février que je dis ça, là, que c'est la stratégie des libéraux. D'interrompre la campagne, de rentrer à Ottawa d'urgence, dans un mode dramatique, parce que là, tu sais, ça place M. Carney sur un piédestal où lui, tout à coup, redevient premier ministre en campagne, dans des moments dramatiques. Ça tombe bien, hein, actuellement, dans la campagne. C'est une très mauvaise semaine pour M. Carney. Trois sujets. Hier, là, avant que Trump parle, Mark Carney est sous pression sur 3 gros sujets. Les paradis fiscaux, ses avoirs personnels à lui, là, qui devrait déclarer, rendre public, les conflits d'intérêts, tout ce qui vient avec ses avoirs à lui, et sa connaissance du Québec, là, du français et du Québec. Sur ces 3 sujets-là, ses points de presse commencent à être sportifs. Là. Et là, tout à coup, comme tes essuie-glaces qui nettoient d'un grand coup nettoient ton pare-brise, tu comprends? Pouf, tout ça est disparu. Plus de points de presse de campagne aujourd'hui. On rentre à Ottawa, redevient premier ministre, remet ses habits de premier ministre, il n'est plus chef de parti là, dans des points de presse partisans. Sincèrement, je veux pas être cynique, mais je pense que Donald Trump joue exactement le rôle que les libéraux avaient espéré dans leur stratégie de campagne pour aller... Parce que nous, on pense, c'est les prochaines semaines, les prochains mois, mais si les libéraux sont réélus, c'est pour 4 ans. Là. Donc, le Parti libéral va aller chercher un mandat pour gouverner le Canada pendant 4 ans. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils doivent se dire, pas qu'ils sont contents, là, dire ces tarifs-là sont épouvantables pour l'économie du Canada, mais dans leur stratégie de campagne, ça rentre comme un morceau de casse-tête là, quand tu trouves où est-ce qu'il va, là, clic, là, il rentre juste à la bonne place. Mais c'est Trump aussi qui gonfle les chiffres des libéraux. Tu as vu le dernier Écosse là, du 21 au 25 mars, donc qui a été mené un peu avant et un petit peu après le déclenchement de la campagne. Les libéraux obtiendraient 50 %. Ouais. Je me méfie un petit peu d'Écosse. Ouais. Ouais. Puis regarde, là, le sondage a été fait aux mêmes dates qu'un Léger, qu'un Angus Reid, que d'autres grandes firmes. Beaucoup plus grande. Oui, puis les libéraux, dans les autres 50 à 35. C'est ça. Dans les autres firmes, pas qu'ils sont pas en avance, mais sont plus entre 44 et 46. Ouais. Peut-être écoute, Écosse, tout ça. Et c'est pas la première fois qu'Écosse est tout seul dans son coin, là, avec des chiffres que les autres n'ont pas. On les regarde, on le met dans la balance. Les libéraux sont en avance. Mais là, si on se fait celui-là, il n'y a plus d'élection, là. Les libéraux en avance par 15 points, ça se point-ci, mais je suis prudent avec les sondages. Je suis prudent avec les sondages en général. Je suis prudent avec les sondages quand il y en a juste un qui dit quelque chose tout seul. Puis je suis un peu prudent avec les Écosses. Les autres chefs font quoi de cette journée, eux? Ouais, bon, revenons un petit peu. Tu l'as bien résumé dans le cas de Mark Carney, qui a été empêtré beaucoup dans toute l'histoire là, de gestion de fonds dans des paradis fiscaux hier. Pour ce qui est des autres chefs, Pierre Poilievre, lui, a tenu un grand rassemblement hier dans la région de la capitale nationale, entre autres, pour dévoiler les grandes lignes de sa philosophie pour la province. M. Poilievre a fait un long plaidoyer sur l'importance du français, sur Québec, ville fondatrice notamment, au niveau des dossiers locaux. Pierre Poilievre a répété qu'il ne financerait pas la construction du tramway de Québec, va privilégier le projet de 3e lien. Un petit peu plus tôt dans la journée... Oui, mais juste là-dessus, oui. Il y a quand même... Parce qu'il a comme présenté, là, puis je l'ai vu se passer sur Internet, puis c'est intéressant d'ailleurs, là, une vingtaine de points, un programme Québec. J'ai-tu rêvé où il avait laissé entendre qu'il ferait pas ça, là, dans le sens que lui, il allait avoir un programme pour le Canada, puis t'adhères ou t'adhères pas. Mais là, finalement, je suppose que c'est une victoire pour son caucus du Québec. Il n'y a pas là, d'affaires spécifiques. Oui, il y a des affaires sur le français, sur Radio-Canada, on maintient le français, on coupe la CBC en anglais, mais on maintient le français, c'est dans sa liste. Mais donc, finalement, oui, là, on s'est donné un programme spécifique qu'on offre aux Québécois. Oui, tu fais bien de le souligner, tu as raison. Donc, M. Poilievre a promis de protéger la langue française, s'est engagé à maintenir aussi tout ce qui touche au financement de la culture québécoise et la protection de la langue française. Un petit peu plus tôt dans la journée, on l'a vu aussi dans une usine, notamment pour parler aux retraités. Notamment, que les retraités pourraient conserver leur REER finalement jusqu'à l'âge
l'âge de 73 ans et non 71 ans comme c'est le cas actuellement. Un mot aussi sur les libéraux. Bon, je vous mentionne, là, ça tombait bien. Là, c'était sur la journée des tarifs automobiles. Là, mais un fonds stratégique de 2 milliards de dollars pour vraiment l'industrie automobile canadienne pour construire des véhicules, assembler des véhicules 100% canadiens. Dans le camp bloquiste, Yves-François Blanchet a parlé notamment de culture, souhaite que l'argent tiré d'une taxe de 3% sur les services numériques soit dédié là, à un fonds là, vraiment pour l'industrie culturelle. Et alors que M. Singh, dans le camp néo-démocrate, a proposé là, des allègements fiscaux sur l'impôt, notamment. Il y a eu hier tout un débat à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude des crédits, là, cet exercice annuel, sur la rénovation, la grande, méga rénovation nécessaire là, de l'hôpital qui tient avec de la broche, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et c'est même pas une figure de style. L'hôpital, il y a une partie de la façade qui tient avec de la broche. Oui, et on a, au fil des ans, eu beaucoup d'annonces concernant Maisonneuve-Rosemont. Et là, on pensait bien que la dernière était la bonne lorsque Christian Dubé nous a fait cette annonce-là. Or, hier, le ministre Christian Dubé a admis que Québec avait précipité cette annonce de modernisation de Maisonneuve-Rosemont. Ce qui a fait vraiment eu l'effet d'un coup de masse en plein visage pour plusieurs travailleurs de la santé, c'est que les débuts, donc, de travaux ça ne commencerait pas comme prévu au cours de l'été. Et ça a déçu bien des gens. Christian Dubé, par la suite, a indiqué que c'était peut-être précipité parce qu'il n'avait pas les bons chiffres, la bonne analyse à l'époque. Alors, le report du chantier de Maisonneuve-Rosemont, c'est une décision fortement critiquée par les syndicats, qui disent, en bout de ligne, que ce sont les patients qui vont en ressortir le plus pénalisés. Notamment, je vous cite, là, Denis Cloutier, qui est président du comité exécutif du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île. Et lui, il a redit que l'hôpital tient avec la broche, que cet hôpital-là a besoin d'innovation et qu'en bout de ligne, oui, ce sont les patients qui vont en subir les frais. Mais t'as vu la thèse qu'a défendue hier Gaétan Barrette, là, qui était assez critique, oui. qui laisse entendre clairement que il y a un choix politique, c'est-à-dire que, évidemment, la CAQ n'est pas très forte sur l'île de Montréal. L'île de Montréal, ça se joue entre Québec solidaire et les libéraux, là. Et que peut-être que ce projet-là, il y a carrément une priorité politique qui est donnée, qui a laissé passer devant d'autres projets en région, qui sont dans des circonscriptions de la CAQ, qui ont aussi besoin de travaux, là, aussi urgents, plus urgents. À un moment donné, ça devient une question de jugement. Mais que peut-être qu'on aurait passé devant, là, pour parler de la santé, dans la file d'attente, on aurait peut-être passé devant d'autres projets de rénovation d'hôpitaux en région. Parce que c'est sûr que l'année que tu fais celui-là, un hôpital de ce grosseur-là à Montréal, ça coûte cher. Là. Ça gruge le budget. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je suis convaincu qu'au gouvernement, on va nier ça, mais il faudra le faire un jour, Maisonneuve-Rosemont. Il n'y a pas de doute là-dessus. Actuellement, on est toujours au stade de la planification du plan québécois des infrastructures, donc il n'y a pas de budget alloué, il n'y a pas d'échéancier au menu aussi, c'est tout un recul. Qu'est-ce qui se passe avec les tarifs d'hydroélectricité? Ah oui, ça c'est tout un revirement de situation aussi dans les tarifs résidentiels chez Hydro. Rappelez-vous, revenons un peu en arrière, début du mois de mars, la Régie de l'énergie avait annoncé que les tarifs résidentiels d'Hydro allaient augmenter à partir d'avril de 3,6 %. Puis là, on se dit, attends un peu, là, 3,6 %, il me semble que ça contrevient à une promesse qui avait été faite par le gouvernement Legault qui voulait absolument garder l'augmentation, plafonner ça à 3 %. Alors, hier après-midi, ils ont décidé que les frais supplémentaires, donc de 0,6 %, allaient être imposés au secteur industriel et commerciaux. Et là, coup de théâtre sur le coup de théâtre. Québec annonce quelques heures plus tard que finalement, c'est pas les secteurs industriels et commerciaux qui allaient éponger ça. Qui, eux, hurlaient en disant, oui. Nous, c'est déjà une année difficile, Exact. Les tarifs de Trump, c'est pas le temps de nous faire payer des surplus. Alors, les surplus, l'argent, on va prendre ça où? On va prendre ça finalement dans la caisse d'Hydro-Québec, qui va éponger l'excédent de la facture. Conséquence de tout ça, Hydro-Québec va verser moins d'argent dans les coffres de l'État. Alors qu'on sait, on a eu le budget cette semaine, un déficit record de 13,6 milliards de dollars dans un scénario optimiste de tarifs. Si c'est des tarifs de 25 %, ce sera plus que ça. Le déficit, il était à 13,6, il est déjà à 15. avec l'annonce d'hier. Avec ça, pas juste ça. Ah oui. L'inclusion de gains en capital.
Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Que le ministre a inclus cet argent-là, alors que Carney et Poilievre ont dit on le fera pas. Là, cette augmentation d'impôts-là, on la fera pas. Donc, le Québec n'aura jamais cet argent-là. C'est vrai. Le ministre Girard n'était pas content pour Ottawa hier. D'ailleurs, il a dit qu'il n'y a pas de félicitations à faire à Ottawa sur la gestion du dossier. Il a raison que c'est des tout croches, sauf que lui, avec ces tout croches-là, il a inclus cet argent-là dans son budget, puis il n'en verra jamais la couleur. À suivre, mais donc la situation financière du Québec, on le sent là, qu'elle n'est pas rose. Une autre grande artiste qui fait une tournée mondiale et qui nous oublie. Si on fait la liste, Coldplay, Oasis, Blackpink, System of a Down, Post Malone, Kendrick Lamar, SZA, My Chemical Romance, Dua Lipa, Taylor Swift, Beyoncé. Mais là, les noms que je vous ai nommés, c'est pour 2025, qui ne seront pas au Québec. Tout était pour l'année qui vient. Mais effectivement, si on regarde 2024, Beyoncé, Taylor Swift, il y en a eu d'autres, des grosses tournées qui viennent à Toronto. Oui, mais ça parfois à Vancouver. Mais that's it. C'est tout. Pourtant, on avait l'habitude de dire, mais je sais pas, Madonna, à une époque, Montréal, c'était une de leurs villes préférées, l'accueil du public. Ça faisait, on dirait, partie d'une mode ou je ne sais trop, mais c'est de plus en plus populaire, puis on le voit de plus en plus sur ces artistes-là qui choisissent de se produire dans les arénas. Dans le cas de Lady Gaga, elle a vu contrôler les détails. Elle n'a pas choisi les arénas, mais pas choisi de stade, mais des arénas. Souvent, les artistes préfèrent être plus longtemps dans une ville, ça coûte moins cher, t'as pas besoin de démonter, c'est plus payant. Puis avec Taylor Swift, entre autres, on a bien vu que les fans de Montréal, ils vont à Toronto. Donc, pourquoi ils viendraient au Québec quand, de toute façon, les fans vont y aller, ils vont trouver une façon? Mais des fans, un peu, ils vont, mais ils en perdent. À mon avis, ils en perdent quand même. Je sais pas. Parce que les stades qui remplissent, c'est plein. Oui, je comprends. Parce qu'il y a assez de monde à Toronto pour le remplir. Exact. Donc, est-ce que Toronto est assez proche, justement, de Montréal? Est-ce que ça fait partie du pourquoi, du comment? Je sais que Lady Gaga, en tout cas, c'est une tournée surprise qui n'était pas prévue. On sait qu'elle vient de lancer un album de Mayhem Ball. Il y a Toronto, 2 dates, les 10 et 11 septembre. Après, il y a des dates aux États-Unis, là, Las Vegas, New York. Elle va en Europe aussi, à Berlin, Milan, Barcelone. Donc, ça permet, si on veut pas aller aux États-Unis, de peut-être aller en Europe ou à Toronto si on veut des billets. Il y a une pré-vente présentement. C'est difficile d'y avoir accès. Là, on sait que tout ce qu'il y a Ticketmaster, c'est compliqué. Après, la vente officielle, c'est le 3 avril. Mais honnêtement, chaque concert qu'on essaie de regarder, ce genre de spectacle-là, ça va coûter cher, très cher. Et ça, c'est déplorable. Il n'y a rien... C'est un peu inquiétant quand même pour la scène culturelle ici, là, que ces artistes semblent... Parce qu'à un moment donné, c'est comme une mode de dire, ben là, Montréal, c'est une ville... Tu deviens une ville secondaire. Là. Complètement. Est-ce que c'est nos infrastructures qui sont pas suffisantes? Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué avec le Québec quand vient le temps de signer un contrat? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des détails comme ça dont on ignore? À enquêter. Exact. À enquêter. Pourquoi le Québec est boudé? Et il y a au moins ça au Centre Bell, il y a du hockey. Oui, ça, on est correct. Il y en aura peut-être ce printemps. Mais là, le Canadien a toute une séquence. Je voyais un titre, là, 3 matchs en 66 heures, quelque chose du genre. Ben, ça peut être un point tournant dans la course aux séries. Là. Ce soir, à Philadelphie contre les Flyers, une équipe qui en arrache, sincèrement. C'est vraiment la débandade à Philadelphie en cette fin de saison. Mais il y a quand même des trucs à corriger. Le Canadien s'est entraîné hier, même si, bon, ça a été quand même là, beaucoup de voyagement pour l'équipe. Et il faudra surveiller 2 choses. Là. La première, c'est les mauvais débuts de match. Là. Lorsqu'on se creuse une tombe, ça a été le cas là, contre les Blues à Saint-Louis un peu plus tôt cette semaine, dans cette vraiment une défaite là, qui a fait mal. Là. On s'est fait varloper à Saint-Louis. Alors, et l'autre, ben, c'est le rendement de Samuel Montembeault, qui, depuis quelques matchs, il y en a vraiment depuis la pause de la Coupe, de la confrontation des 4 nations, là, Montembeault était brillant, était extraordinaire. C'est lui qui a ramené son équipe. Depuis 2-3 matchs. Mais est-ce que c'est pas le même phénomène Montembeault, Caulfield? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de fatigue? Là? C'est que t'as joué du hockey de série au mois de février pour essayer de rentrer dans les séries, mais est-ce qu'il n'y a pas une fatigue qui se fait sentir? C'est la question que je me pose. Ben, tout à fait, et c'est la question vraiment qu'on se pose aussi. Si bien que là, la prochaine séquence, elle est cruciale. Ce soir à Philadelphie, demain contre les Hurricanes en Caroline, et dimanche en Floride contre les champions de la Coupe Stanley, les Panthers. Ce qui nous aide un peu dans la course aux séries, c'est que les autres équipes directement impliquées dans la course avec le Canadien perdent. Tout le temps. Hier soir, je surveillais le match entre les Canucks de Vancouver et les Islanders de New York. Les Canucks l'ont remporté 5-2.
Patrick Roy n'était pas très content, on peut le comprendre. Mais quand on regarde le classement ce matin, le Canadien est toujours 8e avec 75 points. Mais regardez comme c'est serré. Les Islanders sont 9e avec 74. Rangers 10e avec 74. Columbus 11e 73. Et Détroit à 72 points, 12e. Ils sont encore dans la course. Oui, ils sont encore pas loin derrière. Mais là, c'est ça. C'est que si... Là, il y a 3 matchs en 66 heures. Si t'es pour aller chercher une coupe de points là-dedans, à mon avis, ce soir, Philadelphie, ce sont les points... plus prenable. Les points faciles à ne pas laisser sur la table.